Alors bienvenue à tous et à toutes en satsang. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir, immédiatement, puisque mon invitation est très directe et j'espère que si vous ne le reconnaissez pas déjà, vous allez le reconnaître très rapidement, que découvrir sa vraie nature, c'est-à-dire cesser de la couvrir, est très simple. Si on est animé de passion pour la vérité et rien que la vérité, et si on a la bonne volonté, si je puis dire, on parlera de l'ambiguïté de ce terme, mais la bonne volonté d'investiguer, c'est-à-dire de remettre en question nos croyances, même celles qui sont les plus ancrées et qui fondent d'ailleurs la civilisation dans laquelle nous vivons. Et peut-être est-ce justement à cause de cette fondation très fragile que notre civilisation est en train de péricliter et que notre mode de vie est mis en danger. Donc satsang, ça signifie se rassembler autour de la vérité que nous sommes. Se rassembler, de ces deux termes sanscrits. Et donc c'est pas une vérité que quelqu'un détiendrait au profit de quelqu'un d'autre, non, c'est la vérité de l'être. Et c'est pour ça que, évidemment, je n'ai rien à vous enseigner. Je peux simplement témoigner de mon vécu direct et par des techniques habiles, comme disait le Bouddha, ou par des pointeurs non duels, vous inviter, si vous en avez le courage et la ferveur, de pointer directement vers votre vraie nature. Voilà. Et je voulais souligner quelque chose que, à mon avis, on ne souligne pas assez, c'est que la reconnaissance de ce que nous sommes vraiment, la reconnaissance de notre vraie nature, n'est pas quelque chose qui est réservé à une caste de héros spirituels. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui demande une vie entière de sacrifice. Ça ne demande pas de se couper du quotidien complètement tout le temps. C'est même très simple. Et je voudrais mettre l'accent ce soir sur en introduction, sur cette simplicité, ce côté très direct pour reconnaître notre vraie nature. Et donc, moi j'aime bien faire des expériences, et surtout que nous les partagions ensemble, que vous les fassiez pour vous-même, parce qu'en cette non-matière qu'est l'éveil, vous êtes votre propre autorité. Ça c'est clair. Personne ne peut vous éveiller ou vous enseigner ce que vous êtes déjà. Donc, il y a une phrase qui me touche beaucoup. Elle a été citée par Douglas Harding, le créateur de la vision sans tête, de la voie de la vision sans tête, dans son premier livre, en 1959, On Having No Head, Vivre sans tête. Il citait Huang Po et il disait le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, sur ce qu'il croit, et pas sur ce qu'il voit. Puis il ajoutait, voyez les choses telles qu'elles sont, et ne vous préoccupez pas des autres. Et bon, c'est simplement ça que nous allons faire ensemble. Notamment pour la première pratique, et je vous invite donc à reconnaître directement votre vraie nature au travers d'une pratique de Douglas Harding, qui est donc le créateur, l'inventeur, on va dire, de cette voie magnifique et directe qu'est la vision sans tête, et qui résume parfaitement, à mon sens, 6000 ans de retournement, d'invitation, de retournement de la conscience vers elle-même, 6000 ans d'invitation spirituelle, non duelle, authentique, quelle que soit la culture. Ce qui nous est demandé, c'est de ramener
l'attention à sa propre source. Il y a par exemple, on peut trouver chez Jésus dans les Logions de magnifiques textes que je vous invite à lire, qui est une découverte extraordinaire en 1945, à Nag Hammadi en Égypte, les manuscrits de la mer morte, et notamment l'évangile de Thomas, où Jésus dit à un moment donné, je vous donnerai ce qui n'est pas encore, ce que les yeux ne peuvent pas voir, ce que les mains ne peuvent pas saisir, ce que l'oreille ne peut pas entendre, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Et on retrouve donc la même chose dans par exemple, la Chandogya Upanishad, où il est dit que le Créateur a créé les hommes avec les sens tournés vers l'extérieur, mais que parfois, une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. Et donc, toute la tradition authentique nous dit de ramener l'attention vers sa propre source. Et Douglas Harding l'a merveilleusement formulé dans cette expérience que je vous propose de faire ensemble maintenant, et qu'il appelait comme ça, se revêtir d'espace. Et donc pour les nouveaux venus, quand nous faisons des expériences, je vous invite évidemment à les faire avec moi. Ça ne sert absolument à rien de me regarder faire une expérience, c'est comme si vous écoutiez quelqu'un faire un exposé. Je ne suis pas là pour faire des conférences, ça m'ennuierait profondément. Ce qui me touche, c'est que vous fassiez l'expérience pour vous-même. Parce qu'il n'y a que vous. Donc, nous allons ensemble, je vous invite à mettre vos deux mains comme ça devant vous. Alors, comme la caméra est un peu resserrée, je serre mes mains pour que vous le voyez, mais vous pouvez les tendre devant vous et les tenir, disons, à 20-30 cm l'une de l'autre. Mais si je fais ça, je ne suis plus dans le champ de la caméra. Donc, comme ça, on va dire. Et puis vous tendez les bras. Et là, je vous invite à constater que nous tenons entre les mains un bout d'espace absolument vide, totalement vide. Cet espace vide n'a donc pas de caractéristiques, il n'a pas de désir, il n'a pas de peur, il n'est ni français, ni suisse, ni canadien, il n'est ni féminin, ni masculin, il n'est ni humain. C'est un espace vide, et parce qu'il est vide, il accueille absolument tout ce qui est là. Il dit oui à tout, de façon inconditionnelle. Puisque cet espace est complètement vide, il est aussi atemporel. C'est-à-dire que vous pouvez pressentir que cet espace préexiste à tout ce qu'il contient. Vous pouvez par exemple diriger vos deux mains parallèles et cet espace que vous tenez entre les mains dans la pièce et voir qu'il accueille aussi bien le tableau moderne que je ne sais pas, le Rembrandt, même si c'est une copie, la fleur, et puis si vous ouvrez la télé, il accueillerait cet espace, toutes les horreurs et autres informations, avec la même ouverture, avec la même équanimité. Donc cet espace qui est atemporel accueille des choses temporelles. C'est-à-dire, tout ce qu'il accueille apparaît et disparaît. Tout ce qu'il accueille a un début et une fin. Tout ce qu'il accueille est limité. D'accord ? Et donc cet espace, il dit oui à tout. Quelque chose qui dit oui à tout, ça me rappelle un petit peu ce que l'on nomme l'amour inconditionnel. Puisque c'est dire oui à tout, sans aucune restriction, sans aucune résistance. Vraiment, tout est accueilli dans cet espace. Trois choses me font dire que cet espace n'est pas moi. D'abord, il est un peu à distance de moi. J'ai l'impression que moi, je me tiens plutôt par ici. Pour vous, ce serait donc vers là.
vers là, vous êtes de ce côté. D'autre part, cet espace ne semble pas être conscient des objets qu'il contient. Je n'en ai pas la preuve, mais voilà, la conscience ne semble pas être entre les deux mains, ce qui est conscient. Et d'autre part, cet espace ne semble pas être éveillé à sa propre nature d'espace, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'être conscient de lui-même. Je n'en ai pas la preuve, mais voilà, je ne sens pas qu'il y a de la présence consciente de ce côté-là. Donc maintenant, on va faire quelque chose d'assez magique. Et je vais vous demander de le faire en conscience et de façon lente et consciente. Donc, nous allons tenir cet espace ouvert, un peu comme ça, nous allons fermer les poignets, comme si vous teniez donc une fenêtre ouverte, une fenêtre de transparence et d'espace ouvert entre vos deux poignets. Et millimètre par millimètre, je vais vous demander de vous revêtir de cet espace. Ça veut dire que vous allez rapprocher les deux poignets et les deux bords de la fenêtre imaginaire, hein, cette transparence, de là où vous semblez être. C'est-à-dire vers vous-même, là où vous supposez qu'il y a une tête, en laissant disparaître progressivement les deux bords de la fenêtre, tout en regardant devant vous. Vous avez l'attention sur ces deux bords de fenêtre qui deviennent de plus en plus flous et qui finissent par disparaître dans le vide, dans l'arrière-plan. Et paf! Tout d'un coup, l'espace qui était là-bas, et dont nous évoquions tout à l'heure les caractéristiques, ou l'absence de caractéristiques justement, cet espace là-bas que nous percevions et qui était inconscient de lui-même, n'est-il pas soudain, en le ramenant ici et maintenant, là où vous êtes, devenu conscient? L'espace que vous perceviez là-bas, n'est-il pas maintenant l'espace à partir duquel vous percevez? Si ce n'est pas clair pour certains, nous pouvons, sans tout le discours introductif, prendre à nouveau les deux mains, les deux bords de la fenêtre, et nous revêtir d'espace, et laisser lentement les bords qui semblent retenir l'espace disparaître et révéler un espace transparent, grand ouvert, accueillant, une présence sans forme et sans âge. Est-ce que cet espace dont vous vous revêtez maintenant ne vous voit pas comme un gant? En fait, il semble que l'exercice ou la pratique de l'expérience de Douglas Harding crée cet espace, mais en réalité, il ne fait que révéler l'espace à partir duquel vous percevez. Un espace qui n'est pas constitué de pensées, qui n'est pas constitué de sensations, qui n'est pas constitué de perceptions. Un espace se révèle, qui était déjà là, qui est vide de pensées, vide de peur, vide de désir, vide de perception. C'est avant. C'est déjà là. Vous avez dû entendre cette phrase si vous êtes sur un chemin spirituel au bout de l'entonnoir, c'est-à-dire de reconnaissance de votre vraie nature, hein, un chemin spirituel non duel. Tu es ce que tu cherches. Cette pratique que nous venons de faire
est la façon la plus simple, peut-être, que je connais pour réaliser que ce que nous cherchons, nous reconnecter avec cet espace de présence qui n'est pas en conflit avec quoi que ce soit, donc qui est paix, qui ne manque de rien et qui donc est joie, et qui n'est séparé de rien et qui donc est amour. C'est extrêmement simple, vous voyez. Cette reconnaissance ici, que ce que vous êtes est avant, en amont des pensées, en amont de la notion de causalité, en amont du temps, en amont des couleurs, en amont des formes. Cet espace transparent, ouvert, grand ouvert, sans âge, qui contient le monde, qui contient les couleurs, qui contient les formes, qui contient les êtres, qui contient tout l'univers. Cet espace qui est déjà là, c'est vous. Il n'était pas remarqué parce que la course des pensées, des conditionnements, du qu'en dira-t-on, des suppositions non remises en question par nos parents, les profs, les médias, les chercheurs, les artistes, enfin 99,99% des 7,8 milliards de personnes sur cette terre font que cet espace ici, qui est la chose la plus évidente au monde, cet espace absolument impersonnel, parce que c'est avant l'idée même que je suis quelqu'un, c'est un espace qui est juste là, pur être, pur je suis. Cet espace, personne n'en parle. Personne ne vous invite à le reconnaître dans notre culture, dans notre civilisation moderne, à part quelques rishis, c'est-à-dire quelques voyants, depuis les Upanishads, et puis de plus en plus de personnes avec Internet et avec l'accès à l'information depuis une trentaine, quarantaine d'années, dans les milieux laïques, de la possibilité de découvrir notre vraie nature. Donc vous découvrez que votre vraie nature, c'est ça, c'est cet espace. Alors là, on parle d'espace, mais c'est une métaphore, bien sûr. Il faut bien utiliser des mots. C'est un espace qui préexiste à toute perception et qui est en accord avec tout ce qui se passe. Cet espace n'a jamais résisté à quoi que ce soit dans votre vie. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que même lorsque le personnage sanglotait après un drame humain vécu, une séparation, une mort, une perte d'emploi, une remontée d'angoisse, une crise de panique, cet espace a toujours été là et a tout accueilli. Il a accueilli toutes les pensées, toutes les sensations, simplement par ignorance, par inattention, par habitude, par peur, par une sorte d'hypnose. Nous nous sommes identifiés au visage que vous voyez ici, le visage de Dan, que je vois aussi avec les vôtres. Et on a commencé à vivre à partir de l'idée que je suis quelqu'un, que je suis une personne séparée, que je suis ce visage que je vois là-bas avec tous les autres visages, avec Arnaud Plancher, Sandra, Rémi, Céline, voilà, tous les amis sont là, et Dan aussi est là-bas. Mais la question qu'on se pose ici, l'éveil spirituel, c'est se poser la question « Qui suis-je » Vous le savez bien, « Qui suis-je » C'est la question fondamentale qui traverse toutes les époques et aussi toute votre vie, que vous en soyez conscient ou pas. Cette question, c'est pas juste « Qui suis-je » de façon théorique, c'est « Qui suis-je pour moi-même »
Vous voyez ? Ce qu'on fait quand on se pose cette question, c'est qu'en fait, on se pose la question qui suis-je, et puis on commence à penser. Mais la pensée ne peut pas nous dire qui nous sommes, puisqu'elle vient du passé, elle vient de la mémoire. Et la pensée va nous dire ce que la pensée des autres nous ont dit. Souvenez-vous de la phrase de Huang Po. Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il croit. L'ignorance s'appuie sur ce qu'il pense et pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Donc c'est ce que je vous demande dans cette pratique, c'est de le faire avec ingénuité, comme un enfant qui veut vraiment, qui est curieux. Vous voyez, ce qui est beau dans l'enfant, c'est qu'on est animé d'une véritable curiosité. Et on regarde le monde comme si c'était la première fois. C'est merveilleux. Et on doit faire pareil pour ces pratiques que nous faisons. Le 4e logion de l'évangile de Thomas dit quelque chose comme ça, je n'ai pas une bonne mémoire, mais pour questionner l'origine de la vie, un vieillard interrogera l'enfant de 7 ans, car les derniers seront les premiers, et tout sera un. Et donc on doit vraiment avoir cette curiosité, vous voyez. Et donc on doit demander à soi-même qui on est, à l'espace. La pensée ne vous dira pas que vous êtes l'espace. La pensée dira ce qu'elle connaît, ce qu'elle a appris. Mais quand vous ramenez l'attention à sa source ici, vous découvrez un espace ouvert, transparent, qui accueille le monde, qui accueille aussi la petite personne, comme disait Douglas Harding, c'est-à-dire que Dan est accueilli, mais il est là-bas, parmi des amis, avec Ariane, Joël, Sandrine, etc. Mais c'est pas ce que je suis. Essentiellement, ce qui regarde en moi, ce n'est pas une personne. Est-ce que vous le voyez, ça ? Est-ce que vous voyez qu'en cet instant, vous pouvez refaire la pratique pour désencombrer cet espace-là de toutes sortes de pensées. Donc on peut pointer comme ça, par exemple, vous voyez, on fait apparaître et disparaître les mains, de différentes façons. Je l'ai fait des milliers de fois, je vous assure, il n'y a pas d'effet secondaire, j'ai vérifié. Ce n'est pas nocif. Amusez-vous. C'est comme avec les enfants, vous savez. Quand on fait un jeu là, on fait ce jeu-là. On cache son visage et on le laisse apparaître. Mais en fait, là, on fait apparaître les mains et on les fait disparaître. Et tout d'un coup, le vide, l'espace, la transparence en arrière-plan se révèle avec encore plus de candeur, encore plus d'évidence, d'acuité. Et vous pressentez petit à petit qu'il y a en vous un regard qui n'est pas personnel, qui est avant les pensées. Bien sûr que des pensées apparaissent au sein de cet espace et qui vont vous dire, oui, mais bon, et alors ? Ou alors ils vont vous dire, oui, mais quand même, je suis Dan. Mais voyez qu'en fait, je suis n'est ni ceci, ni un nom, ni une forme, ni un âge. Il y a juste présence, ouverture. Donc je vous invite à demeurer un petit peu dans cette ouverture qui, comme le disait Maître Eckhart, est dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître. Qui ne possède rien, qui n'a pas d'appropriation particulière pour un objet ou pour un autre, pour une femme ou une autre, un homme ou un autre, pour une idée ou une autre. Cet espace n'est ni pour ni contre. Il est
absolument inclusif. Et cet espace n'a pas non plus de savoir formel. C'est un espace de non-savoir. Donc à travers cette pratique initiée donc, par Douglas Harding, se revêtir d'espace, en fait, on retrouve l'espace depuis lequel nous avons toujours perçu le monde, mais qui était oublié parce que nous formions sans cesse des pensées, une dynamique de pensée qui se réfère sans cesse à un jeu personnel. Et donc cet espace est, on pourrait dire, oublié. Et nous fonctionnons en fait en général dans un état de rêve, de somnolence, de somnambulisme. On est dans une hypnose en fait, quand on se prend pour quelqu'un. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on est en train de se déshypnotiser. Bien sûr la majorité des gens, s'ils nous voyaient faire, se diraient mais voilà, oulala, c'est une secte dangereuse, il est en train de nous hypnotiser. En fait on est en train de se déshypnotiser tout simplement par cette pratique. C'est pour ça que l'ayant beaucoup pratiqué, et ayant accompagné des centaines et des centaines de gens depuis 2012, je vous assure que le faire et le refaire n'est pas de trop. Parce que dès qu'on a découvert l'espace, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à raconter une histoire à propos de cet espace. Donc, on peut faire de plein de façons. Vous voyez, c'est un peu comme lorsque dans le neti-neti, on dissocie, le neti-neti c'est une traditionnelle méthode de connaissance de soi de l'Advaita Vedanta, le ni ceci ni cela, donc une approche négative de la réalité, et c'est comme ça qu'on l'approche aussi ici. Parce qu'on ne peut pas dire qui on est, si j'affirme qui je suis, je vais m'appuyer sur de la mémoire. La mémoire, c'est mort, c'est fini déjà. Donc pour découvrir qui je suis, je dois me déconditionner. Je dois donc réaliser ce que je ne suis pas. Et donc en quelque sorte, en faisant ça, c'est une sorte de neti-neti parce que vous ne pouvez pas penser. Donc les pensées, la dynamique de pensée là, ce petit hamster dans sa roue là qui tourne, lorsque vous faites ce geste, vous réalisez encore et encore que l'espace qui se révèle ici, au-dessus de vos épaules, là où vous pensiez qu'il y avait une tête, cet espace préexiste à toute pensée. Et puis vous pouvez avoir l'intuition fulgurante qu'en fait c'est ça que vous êtes. Qu'en fait ça a toujours été là, cet espace. Même quand vous aviez 6 mois, vous ne saviez pas ce que c'était qu'une maman, vous ne saviez pas ce que c'était qu'un sein, que du lait, que ceci ou cela. Vous ne saviez pas que vous vous appeliez Ariane ou Anne-Marie, mais cet espace était déjà là, ouvert. Et ensuite, nous nous sommes identifiés à quelqu'un, c'est un processus naturel. Simplement, lorsque cette identification se termine vers l'adolescence, et que, à raison, la plupart des adolescents font une crise d'adolescence parce qu'ils sentent qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe, mais ils pressentent qu'ils vont être piégés dans quelque chose d'extrêmement lourd, devenir quelqu'un, devenir exclusivement quelqu'un. C'est ça le problème. Le fait de s'identifier à quelqu'un, c'est normal. Le fait de savoir comment j'apparais pour les autres, c'est naturel. Entre humains, nous devons savoir si je suis un homme ou une femme, comment je m'appelle, savoir un minimum de choses sur mon histoire pour pouvoir répondre administrativement et pouvoir se rencontrer, se raconter un peu d'histoire, c'est très très bien. Mais si cette identification est exclusive, eh bien, évidemment, si nous négligeons ce par quoi tout ça arrive, notre véritable identité, cet espace ouvert, si on oublie ça, eh bien nous souffrons, tout simplement. Parce que tant que cet espace est recouvert par l'idée que je suis quelqu'un, par je suis ceci ou cela, que le je suis est associé au ceci ou cela, nous sortons du paradis.
nous sortons de cette innocence, de ce regard non duel, qui ne juge pas. Et nous sommes alors hypnotisés à un film dans lequel nous pouvons nous débattre de toutes les manières possibles, mais dont nous ne sortirons jamais que par une remise en cause radicale du rêve, dans son intégralité. Donc au moment où cet espace est recouvert par la pensée « je suis quelqu'un », je me coupe de ma source, je me coupe et par conséquent j'ai une impression de souffrance, qui ne peut alors, lorsqu'on est identifié exclusivement à un corps et à un mental, se résoudre, croit-on, par un ensemble d'expériences. Tomber amoureux, réussir les études, construire une famille, voyager, prendre de la drogue, danser, créer, faire ceci, faire cela, avoir une activité politique. Toutes sortes d'expériences dans le monde qui vont nous apporter un ersatz de paix, un ersatz de joie, un ersatz de bonheur. Mais évidemment, c'est un peu comme remplir, comment on appelle ça, ce mythe grec là, le tonneau des Danaïdes. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tonneau qui est percé. Hein. Vous savez, dans les enfers grecs, on est spécialisé dans les punitions extrêmement lourdes, puisqu'elles sont éternelles et infinies et répétitives. C'était 50 jeunes filles, sœurs, qu'on avait invitées à marier 50 jeunes hommes. Le père les avait obligés de marier 50 jeunes hommes qui étaient frères d'un ennemi à lui, et de les égorger la nuit des noces. C'est des mythes très joyeux. Et lorsque les dieux l'apprennent, ils condamnent les Danaïdes, les 50 sœurs, à verser donc de façon infinie de l'eau dans un tonneau percé. Et c'est ce que nous faisons. Dès que nous oublions que nous sommes cet espace, voilà, on est comme ces punitions grecques, on est dans quelque chose d'absurde, de répétitif. Quelque chose qui ne pourra jamais se résoudre. On est comme une asymptote qui cherche sa droite et qui semble aller vers elle, mais qui ne la rejoindra jamais. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est de réaliser que nous sommes avant toute perception. Nous sommes cet espace impersonnel. C'est une des façons extrêmement pédagogiques de réaliser votre vraie nature, et d'autant que nous vivons les yeux ouverts. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi je vis la plupart du temps la journée les yeux ouverts, et souvent les méditations se font les yeux fermés. Donc si vous voulez réaliser votre vraie nature et vivre à partir de votre vraie nature, eh bien il faut que ce soit en cohérence avec le besoin du corps. Donc ça c'est une étape directe à laquelle j'invite souvent. Mes invitations viennent de diverses traditions. Je n'ai jamais été impliqué dans une seule de façon exclusive. Et donc, parfois, vous me verrez emprunter à telle et telle tradition. Mais bon, qu'importe la bouteille, hein, pourvu qu'on ait à l'ivresse, parce que c'est une expérience directe. Hein, et il n'y a que vous qui puissiez la goûter. Alors maintenant, si quelqu'un a envie d'intervenir par rapport à ça, s'il y a quelqu'un qui a une difficulté par rapport à cette reconnaissance ici, de voir que vous êtes cet espace ouvert, transparent, et qui contient les couleurs. C'est parce qu'il y a de la transparence ici, de votre côté ici, c'est parce qu'il y a de la transparence que vous pouvez, que les couleurs peuvent apparaître. C'est parce qu'il y a du non-savoir ici que vous pouvez accumuler des savoirs. C'est parce que vous êtes vide que vous pouvez accueillir le plein. C'est parce que vous n'êtes rien que vous pouvez réaliser que, au fond, tout est vous, tout apparaît en vous. C'est parce qu'ici il n'y a pas d'âge que vous pouvez accueillir tout ce qui naît et meurt. C'est parce qu'ici c'est impersonnel
que vous pouvez accueillir le masque de la personne, le vôtre, le mien y compris. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, ça semble tellement simple, et ça l'est. Mais cette reconnaissance, il ne suffit pas simplement de voir à partir de votre vraie nature quelques secondes. Il faut s'y établir, s'intéresser à ça, devenir curieux de cet espace, tomber amoureux en fait de cet espace, et rien que de cet espace. Sinon, ça restera une expérience qui sera réinterprétée par la mémoire, et voilà, qu'on remettra aux calanques grecques. Deviendrait un procrastinateur spirituel. Vous avez compris comment ça marche. Mais il ne s'agit pas de comprendre, en fait. Il s'agit de, maintenant, une fois que vous avez vu que ce à partir de quoi vous percevez n'est pas une tête, un cerveau, deux petits yeux et une personne, mais cet espace ouvert, vous devez vous y intéresser, devenir passionné par cet espace. Encore et encore. Et dans toutes les situations de la vie quotidienne. Hein, pas seulement quand vous faites l'amour avec votre amant ou votre amante. Pas seulement quand vous parlez à votre chat. Aussi quand les enfants hurlent, quand il y a des disputes avec les voisins ou en famille, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en vélo, quand vous courez, quand vous marchez, dans la douche, quand vous mangez. Qu'est-ce qu'il mange? C'est une bouche qui mange? Ou est-ce que l'aliment entre dans un espace? Vous voyez, en fait, une fois que vous avez découvert cet espace, il s'agit de le découvrir sous toutes ses coutures. C'est pour ça que je propose des stages, des accompagnements individualisés, et parfois des stages de 9 jours. Je rappelle qu'il y en a un qui va se faire à Paris, il y a encore des places entre le 5 et le 13 juin. Parce qu'il faut maintenant, cet espace, il faut le vivre en fait, avec les autres, pour pouvoir le transposer, pour pouvoir vivre tout le temps dans cet espace. Il ne s'agit pas juste de le faire quand on se retrouve ici en satsang. Il s'agit de petit à petit retrouver cet espace et vivre à partir de là. Et voir encore et encore que cet espace ne peut pas souffrir. Il n'a jamais souffert, il ne souffre pas, il ne souffrira jamais. En fait, cet espace, c'est je. Je, c'est le nom qu'on donne à cela qui est conscient. Et de ce côté, il y a de la conscience. Donc, bien sûr que des pensées viendront encore et encore, bien sûr. Et ils sembleront parfois avoir le pouvoir de parasiter cet espace, mais en réalité, non. Il faut juste vérifier. Tout simplement vérifier. Par vous-même. C'est-à-dire, ok, il y a une pensée, je repars je me renferme, le corps se renferme, tout ça. Ok, qui suis-je vraiment? Ça, c'est une façon de répondre finalement à la question qui suis-je. C'est une investigation du soi au même titre que celle de Ramana Maharshi. Des gens ont voulu, qui en plus pointaient vers la non-dualité, me dire que ce n'était pas la même chose. Alors certes, on le formule différemment, mais c'est exactement l'investigation à laquelle nous invite Ramana Maharshi. Investiguer la nature de je. Je, le véritable je, c'est le soi, il n'y en a qu'un. Donc on ramène l'attention à la source. C'est ce que fait Ramana Maharshi lorsqu'il propose qu'il vous pose la question qui souffre? Qui pose la question? Qui marche? Qui a des doutes? Ou alors, il va vous y inviter en vous invitant à revenir à la sensation, à la pensée sensation je. 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 Pour désencombrer le je de toutes ces surimpositions. Et c'est ce que nous faisons ici, juste d'une façon
visuel, on pourrait dire. Hein. Voilà. Alors maintenant, s'il y a une petite question par rapport à ce que nous venons de faire, ou quelque chose qui n'est pas clair, je vous en prie, posez des questions, parce que c'est vraiment important que les questions qui viennent vraiment d'un sentiment de désaccordage en vous soient répondues. Sinon, nous pouvons simplement demeurer en silence et goûter à partir de cet espace ouvert. Vous voyez, si je ferme les yeux, il n'y a plus les couleurs, mais la présence est la même. Les sons qui apparaissent n'ont pas le pouvoir de voiler cet espace de présence. Les sensations qui apparaissent n'ont pas le pouvoir non plus de bonifier ou de retirer quelque chose de cet espace. Mais vous pouvez méditer les yeux ouverts maintenant. C'est pour ça que Douglas Harding disait que c'était une méditation pour le marché. Je trouve ça sympa, parce que vous pouvez pratiquer dans cette ouverture ce que vous voulez. Vous pouvez prier à l'église avec les catholiques, les protestants. Vous pouvez aller faire le pèlerinage à la Mecque à partir de cet espace. Vous pouvez chanter les chants soufis. Vous pouvez aller, comme je l'ai fait, chanter les chants que chantait Nisargadatta à Bombay en marathi. Voilà. Toutes les traditions apparaissent au sein de cet espace. Que ce soit un chant soufi ou les paroles de la personne qui vous sert à la boulangerie, ça apparaît dans le même espace.